Avant de commencer, la team 2-0 tient à rendre un vibrant hommage au footballeur portugais des Reds de Liverpool, Diogo Jota, qui a malheureusement perdu la vie avec son petit frère lors d'un accident de voiture. Nos pensées les plus sincères envers sa famille, ses proches, aux supporters de la sélection portugaise et surtout aux fans des Reds de Liverpool. Que leur âme repose en paix. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2-0. Comme vous le savez, ici nous parlons de football, de tout le football et rien que du football. Avec vous, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon acolyte du jour, Steve Joy. Salut Steve. Salut Francis, salut à toute l'équipe de Zéro. D'accord. Ravi d'être avec toi encore aujourd'hui. Super, c'est parfait. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas vu Steve Joy parmi nous. Et on va aussi accueillir le nouveau latéral droit de la team des Euros, le dénommé Nick Skywalker. Salut champion, comment vas-tu? Ouais, salut Francis, tranquille. Et vous là-bas? Salut Steve. Oh, salut Nick. Les gars, vous allez bien? Ouais, tranquille. Et toi? Tu sais, après ces gros matchs qu'on voit souvent et avec des surprises, on ne peut que bien aller. Dire que le football est toujours d'actualité. D'accord, Ouais, c'est clair ça. On a eu beaucoup de surprises cette fois-ci. Effectivement, on va revenir sur les surprises. Moi, désolé si j'ai pris un peu de retard. Je viens de prendre ma 6e douche de la journée avec la canicule. C'est pas évident. Je sais pas comment toi tu l'as vu de ton côté, Nick. Ouais, justement, je viens de me faire une glace. C'était quoi, 34, 36 degrés aujourd'hui. Il a fait vraiment chaud aujourd'hui. Bon, je suppose que Steve est déjà habitué. On est lâché, nous c'est le strict minimum, 34, 36, c'est la norme. Ce sont des climats que ton corps reconnaît. Ça fait longtemps que t'as pas goûté à l'hiver. Oh. Ok, d'accord. C'est sur ce point de vue météo qu'on va directement aller vers le sommaire. Alors, au sommaire de cette édition, nous allons donc revenir sur les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. Par la suite, nous aurons le traditionnel débat du jour qui sera consacré justement à la crédibilité de la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que vous pensez que l'élimination de Manchester City et de l'Inter de Milan crédibilise de facto la Coupe du Monde des clubs? Et enfin, nous aurons le fil actu mercato pour la suite. Vous êtes prêts les gars? Let's go. Ouais, let's go. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner afin que la team 2-0 puisse grandir et surtout à cliquer sur le j'aime, ça fait toujours plaisir. Alors, les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs se sont donc achevés et le moins que l'on puisse dire, les gars, c'est que nous avons eu des matchs à rebondissement, des surprises. On va commencer par le Paris Saint-Germain qui a respecté son rang. Ils ont tout simplement humilié l'Inter Miami de Lionel Messi. Nico, quelle est ta vision et ton regard sur cette humiliation de l'Inter Miami? Bon, je pense que le leader a été respecté, si on peut dire ça comme ça. L'Inter Miami est composé de grands joueurs, mais d'anciens grands joueurs, si on peut dire ça comme ça. Luis Suarez, on connaît tous son parcours. Je vais pas citer Lionel Messi ou Jordi Alba, tous les anciens du Barça ainsi que Busquets. Mais il faut retenir que ce sont pas les Busquets de 2008 ou bien Messi de 2012. Ça n'a rien à voir. Par contre, le Paris Saint-Germain, ce Paris Saint-Germain-là, sans Mbappé, qui forme une équipe, qui forme un bloc. Ils sont vraiment injouables quand ils veulent jouer. Et là, ils ont encore démontré quel était leur niveau parce qu'ils ont plié le match en une seule mi-temps. La première mi-temps, si je me rappelle bien, l'Inter Miami n'a eu aucune frappe. Aucune frappe cadrée. Et Ils vraiment, ont eu, aucune. si je peux me permettre, ils n'ont pas réussi à ne serait-ce faire ils n'ont pas réussi à tirer. Ils n'ont pas réussi à tirer une seule fois et ils n'ont même pas obtenu de corner. Ouais, ouais. Donc, du coup, ils ont plié le match à la première minute et voilà, quoi. Ils ont essayé de réagir en deuxième, mais c'était pas assez.
D'accord, j'entends Donc par pour moi, c'était une émotion. victoire logique du Paris Saint-Germain et voilà, et ils ont démontré qu'ils sont vraiment champions d'Europe. Je pense que quand tu dis qu'ils ont essayé de réagir, tu es plutôt assez gentil. Je crois plutôt que c'est le Paris Saint-Germain qui a décidé de faire plaisir à Lionel Messi en n'essayant pas de doubler le score, de multiplier le score fois deux. Steve, quelle est ton observation par rapport à la victoire du Paris Saint-Germain? Bah, comme l'a dit Nick tout à l'heure, bah, c'est le, en fait, la hiérarchie a été respectée, en fait. Le Paris Saint-Germain qui est champion d'Europe, en fait, qui est une équipe très solide, très équilibrée, contre un Inter Miami. Rappelons que l'Inter Miami a été invité à cette Coupe du Monde des clubs, vu qu'ils n'ont pas déjà pu se qualifier, par les voies normales. Donc, c'était tout à fait logique que le Paris Saint-Germain écrase l'Inter Miami. Si je peux me permettre sans te couper, c'est quand même bizarre que le club qui soit invité, c'est le club où il y a Lionel Messi. Je dis ça, je ne dis rien. Bah, on va pas rentrer dans ces débats-là. On va pas rentrer dans ces débats, Messi, pas Messi, la FIFA, pas la FIFA. Bref, On aurait voilà. pu par exemple inviter le FC Barcelone, Liverpool ou encore, pourquoi pas Al Nasser, mais bizarrement, ça tombe toujours du même côté, les Mais invitations. moi, je pense que le fait que la Coupe du Monde soit aux États-Unis, une Coupe du Monde des clubs aux États-Unis sans Lionel Messi, ça aurait fait bizarre. Mais c'est vrai ils auraient dû se qualifier d'eux-mêmes, l'Inter Miami, mais bon, fallait que Messi soit là quand même. D'accord. Steve, tu avais la parole? Oui, donc, je disais que, bah, l'Inter Miami, vraiment, on va pas se mentir, la MLS, c'est un championnat déjà vraiment faible. Bon, on va pas se mentir, c'est pas un top championnat. Donc, c'est tout à fait normal que leur niveau ne soit pas aussi très élevé. Et ils ont fait face aux champions, à l'actuel champion d'Europe. Donc, le PSG qui est un rouleau compresseur depuis la deuxième moitié de saison, la saison dernière. Donc, c'est tout à fait normal. Parce que si l'Inter Miami avait gagné ce match, bah, ça devait être du jamais vu qu'une équipe aussi dominante que le PSG perd contre ce genre d'équipe. Donc, je trouve que la victoire du PSG est totalement méritée et logique. D'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je pense que l'Inter Miami, c'est juste une vaste blague. C'est un club, c'est une colonie de vacances, pour ne pas dire une maison de retraite. Quand vous regardez l'organigramme du club, vous avez le propriétaire ou le copropriétaire David Beckham. Vous avez l'entraîneur Mascherano et je tiens à préciser que tout le staff technique de l'Inter Miami est constitué uniquement d'Argentins. Vous avez Luis Suarez, vous avez Jordi Alba, vous avez Busquets, vous avez Lionel Messi. Tu as l'impression que c'est une colonie de vacances ou un club de retraités entre anciens soldats qui ont décidé uniquement de se faire plaisir, sans oublier le fils de Redondo qui joue dans le club. Et il y a une forte colonie argentine dans cette équipe-là. En tout cas, moi, je suis ravi que le Paris Saint-Germain les ait éliminés avec la manière. Ça va permettre de sanctionner cette invitation de l'Inter Miami. Bon, Lionel Messi termine la compétition avec un but, mais je ne sais pas pour vous, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que sincèrement, c'est difficile. On l'a vraiment pas senti dans le match. Quelle est votre vision par rapport, comment appréciez-vous le match de Lionel Messi, Joy? Bah, pour ma part, bah, il a fait de son mieux, en fait, je peux dire. Parce que le Lionel Messi de 38 ans que l'on connaît actuellement, c'est pas le Lionel Messi de ces belles années, 2011, 2012 ou je sais pas. Donc, il a été à l'image de son équipe, impuissant, il pouvait rien faire de concret ou bien de bien pour sortir, pour juste sortir la tête de l'eau. Donc, bah, dommage pour lui, mais bon, ceux qui sont contre lui, ils pensent qu'ils étaient très heureux de cette gifle-là. Donc, Lionel Messi a fait de son mieux, et c'est tout, hein. Il ne pouvait pas faire mieux. D'accord. Nico? Ouais, je suis du même avis que Steve.
Je pense qu'il y avait rien à attendre de Lionel Messi. On pouvait pas attendre plus. Il peut pas faire plus que ça vu son âge et tout. J'aimerais juste souligner que contrairement à l'équipe d'Argentine où il est bien accompagné avec des Julian Alvarez, des Rodrigo de Paul, je dirais qu'à l'Inter Miami, il est mal accompagné. Il n'a pas vraiment de soldats avec lui. Il n'y a pas de personnes qui peuvent vraiment l'aider qui peuvent le bonifier, si on peut dire ça comme ça. Même comme on sait que c'est Messi qui bonifie les autres, mais un Messi vieillissant ne peut plus bonifier ses coéquipiers, vu son âge, vu ses capacités physiques. Comme on dit souvent au pays, le cerveau peut penser, mais le corps a du mal à suivre. Là, ce Messi-là, il peut penser, mais le corps ne suit plus, en fait. De l'autre côté, il y a le Bayern de Munich qui affrontait le Benfica Lisbonne et les hommes de Vincent Kompany se sont imposés sur un score de 4-2. Euh, Nico, Flamengo. oui, contre l'équipe de Flamengo, effectivement, autant pour moi. Nico, quel est ton regard sur la prestation du club bavarois? On a eu une fois de plus un grand Harry Kane chirurgical. Il a fait un très beau match. Le Bayern, dans l'ensemble aussi, a fait un beau match parce qu'on a eu un bon Léon Goretzka. Euh, je pense que le Bayern était supérieur et qu'ils ont mérité. Mais je tiens à signaler que les équipes sud-américaines, elles nous ont vraiment surpris cette Coupe du Monde des clubs. Je pense vraiment que c'était une bonne opportunité pour ceux qui ne suivent pas le championnat sud-américain comme moi, par exemple, de voir les équipes sud-américaines jouer, développer leur football qui n'est pas comme le football américain, européen, pardon. Ils ont un football un peu plus, un peu comme le nôtre, un football un peu plus africain, c'est-à-dire un peu plus agressif. Ils font mon bloc équipe et voilà. Et on a remarqué qu'ils ont à peu près les mêmes défauts que nous, c'est-à-dire qu'ils ne concrétisent pas assez leurs actions. Ils ont un beau football, mais ils ne parlent pas vraiment au bout de l'action. Contrairement au Bayern, à Harry Kane, il a 2 occasions, 2 frappes, c'est 2 buts directs. Effectivement, et Harry Kane, à travers ce doublé, est donc à 3 buts dans la Coupe du Monde des clubs. Il est juste derrière Angel Di Maria qui en a 4 buts et il a marqué son 41e but, toutes compétitions confondues. Steve, quelle est ton appréciation sur la victoire du Bayern de Munich? Le Bayern de Munich contre les Flamengo, je pense. À la vue du match, moi, je dirais que il était quand même équilibré. Il y avait un certain équilibre. Certes, le Bayern avait une domination sur le ballon, de la domination de la possession. Mais j'ai vu le match entièrement et Flamengo n'était pas. Ils avaient un bon plan de jeu. Ils l'ont mis en place. Ils l'ont bien mis en place. Juste ils ont pas vraiment eu de chance et tout. Et avec un joueur comme Harry Kane, bah, il a une action et il te la met dedans. Donc, je pense que victoire méritée du Bayern, mais le match était quand même équilibré pour moi. D'accord. Moi, je partage pas trop ton point de vue. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce fut un match contrôlé par le Bayern de Munich. Ils ont rapidement ouvert le score. Certes, c'était un but contre son camp, mais par la suite, ils ont doublé la mise par Harry Kane. Et Flamengo a réussi à revenir grâce à Dierson, mais c'est au moment où Flamengo a réduit le score qu'ils ont essayé de pousser. Mais très vite, ils ont été calmés par Léon Goretzka. Mais j'ai plutôt eu l'impression que c'est à chaque fois qu'ils réduisaient le score qu'ils essayaient de pousser. Sinon, dans l'ensemble, je crois que c'est un match maîtrisé du Bayern de Munich. Jamal Musiala, déjà, il n'était pas titulaire. Donc, c'est pour vous montrer aussi la confiance de Vincent Kompany envers ses coéquipiers. Moi, j'ai plutôt eu l'impression que ce fut un match contrôlé. Et comme Nicolas dit, c'est vrai que les équipes sud-américaines, certes, ils ont une agressivité, une intensité défensive qui fait en sorte que c'est compliqué de mettre un but contre elles, mais je trouve, j'ai quand même été assez déçu. Quand j'entends football brésilien, je m'attends à beaucoup plus de technicité. J'ai pas eu l'impression qu'on avait affaire à du Djonga Bonito au niveau des offensifs. J'ai plutôt eu l'impression justement que ça se rapprochait des équipes africaines en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations, où le niveau est un peu plus élevé. Sinon, moi je trouve que le Bayern a dominé son match dans l'ensemble. Nico, je ne sais pas si tu partages mon point de vue. Ouais, je pense que le Bayern aussi, ils ont dominé le match.
Ils ont su éteindre Flamengo au moment où il fallait. Euh, Flamengo, vraiment, j'attendais plus de jeu de leur part parce qu'ils sont quand même actuellement premiers du championnat brésilien. Mhm. C'est vrai que la saison dernière, c'était pas trop ça. Mais bon, actuellement, ils dominent le championnat brésilien. On s'attendait à, vu les phases de poule, à plus de jeux, à plus de Joga Bonito, à plus de Jinga. Bah là, on a eu plus de grinta, bloc équipe, ils ont peur d'encaisser, ils veulent jouer en contre. J'aurais espéré mieux aussi. D'accord, c'est parfait. Donc là, le Bayern va donc jouer c'est donc qualifié pour les quarts de finale contre le Paris Saint-Germain. Ça sera donc le choc des quarts de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Selon vous, entre les deux équipes, Un gros qui a choc, ça. l'avantage? Pour moi, même si, je sais pas, en fait, Paris a l'avantage parce que je pense que Paris actuellement vraiment est la meilleure équipe, je vais dire au monde même, parce que elle est tellement équilibrée et tout le monde fait les efforts, tout le monde, du gardien à l'avant-centre. Ils sont tellement forts dans le pressing, même dans les moments où ils attendent, ils sont très cohérents dans chaque phase de leur jeu. Donc, moi, je mettrais une pièce sur Paris. D'accord. Nico, selon toi, qui a l'avantage pour ce choc des titans entre le Bon, Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich? je suis du même avis que Steve. En fait, moi, ce que j'aime bien sur le PSG, ce sont les déplacements, en fait. Avec ou sans ballon, en fait, c'est synchronisé, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, on sait que tel va aller là, on doit remplacer tel à ce niveau. On sait que tel a la balle, il faut appeler à ce niveau. En fait, ces déplacements-là, je les adore avec le Paris Saint-Germain, ce Paris Saint-Germain-là. Et le fait que tout le monde fasse des efforts, il faut vraiment un gros bloc équipe. Le Paris Saint-Germain est presque injouable. T'as Vitinha qui est là en métronome, qui organise tout. T'as João Neves qui fait le bulldog. T'as Dembélé devant, t'as Kvaratskhelia, t'as Doué. T'as un bon banc de touche, t'as des Barcola qui peuvent encore faire la différence. T'as Pacho qui est là en grand-mère. T'as Marquinhos. Je veux pas parler de latéraux. T'as Hakimi qui peut faire l'avancement, qui peut faire le milieu couloir, qui peut faire le latéral. T'as Mendes qui a éliminé l'Espagne. T'as... Mais, mais, c'est une compétition, c'est pas un match aller-retour, on a vu le Paris Saint-Germain s'incliner contre, je pense, Botafogo. Mhm. Donc, on n'est pas à l'abri de surprise. Mais sinon, je mettrais bien sur le Paris Saint-Germain. D'accord. Je mettrais effectivement, je partirai dans votre sens, mais pour moi, c'est du 50-50. C'est-à-dire, autant effectivement le Paris Saint-Germain, c'est le champion d'Europe, mais pour moi, depuis le début de la compétition, ce sont les deux meilleures équipes. Maintenant, le petit bémol que j'apporte au Paris Saint-Germain, j'en ai plutôt deux. C'est que pour l'instant, je trouve qu'ils n'ont affronté aucune grosse équipe. Alors, ne me parlez pas de l'Atlético de Madrid parce que c'est une caricature, ce qu'on a vu de l'Atlético de Madrid. Botafogo ou encore Seattle et l'Inter Miami. J'ai pas l'impression qu'ils ont affronté des équipes à forte intensité de jeu. Ça, c'est le premier bémol. Deuxième bémol, je trouve que les attaquants ne marquent pas assez. Euh, Barcola n'a pas encore marqué. Vara a marqué un but, mais c'est pas un but de son propre gré, il a juste contré une frappe. Le seul offensif qui a réussi à marquer un but, c'est Désiré Doué. Tout le reste, ce sont des buts soit des milieux de terrain, à savoir Joao Neves qui a déjà deux buts, ou encore Achraf Hakimi qui en a déjà deux, et Vitinha. Donc c'est le petit bémol que je mettrais malgré le retour d'Ousmane Dembélé, mais reste à savoir s'il est apte à pouvoir effectuer 90 minutes. Sinon, le Bayern Munich, de son côté, je trouve que de par son parcours, ils ont directement été mis dans le bain en termes d'intensité. Déjà, le match contre Boca Juniors, voilà, ça a été un match très intensif. Le match contre Benfica Lisbonne aussi, et le match contre Flamengo. Donc, j'ai peur que cette adversité qu'ils ont déjà reçue dans la compétition peut les permettre de faire du mal à ce Paris Saint-Germain. Donc, moi, j'irais plutôt sur un 50-50. Pour moi, il n'y a pas d'avantage au Paris Saint-Germain. Je vois plutôt un 50-50. Maintenant, le contre-pressing du Paris Saint-Germain, leur capacité à pouvoir jouer en mettant la possession de balle à outrance ou encore des contre-attaques en transition très rapide peut faire en sorte qu'ils fassent la différence.
Parce que pour moi, le Bayern a un point faible, et c'est ça qui fait aussi, qui donne du crédit au Paris Saint-Germain, c'est sur le pressing. À chaque fois que l'équipe de Flamengo pressait les défenseurs bavarois, ils réussissaient toujours à les mettre en difficulté. C'est même comme ça aussi que Benfica et Boca Juniors ont réussi à marquer les buts parce que Jonathan Tah, il n'est pas très solide lorsqu'il a de la pression. Donc c'est le point d'avantage pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, pour le Bayern, j'ai l'impression qu'ils ont déjà affronté dans la compétition des adversaires beaucoup plus coriaces. Ils se sont quand même donnés pour essayer d'atteindre un certain niveau. Je ne sais pas si Steve partage mon point de vue. Oui, oui, bon, parce que c'est, c'est, c'est deux grandes équipes. Donc, on va pas se mentir aussi que c'est deux grandes équipes. Donc, tout peut se passer lors de ce match. Mais j'ai juste mis cette pièce pour le Paris Saint-Germain parce que je vois en fait toute la saison, bon, toute la deuxième partie de saison qu'ils ont et a fait. C'est ça qui me fait mettre ce point de côté. Mais Effectivement, maintenant, tu as l'impression que le collectif est déjà bien assis, dont ils savent ce qu'ils doivent faire. effectivement, donc j'ai l'impression ils sont déjà, en fait, je vais dire là, actuellement, ils sont dans une continuité Mhm, de leur titre de Champions League. Donc, c'est juste une continuité. Le seul truc qui peut vraiment peut-être agir, sont les organismes. N'oublions pas que ces deux équipes aussi, ils ont eu des grosses saisons. mhm. Le Paris Saint-Germain est allé au bout de la saison, au bout du bout. Et le Bayern a eu un peu, on va dire, un peu de répit. Donc, je me dis, ça pose ce jeu-là, vu qu'il y a aussi les températures qui sont quand même très élevées aussi. Donc, ça va dépendre aussi de qui a mieux géré son effectif pendant toute cette saison et bah, et que le meilleur gagne, en fait. D'accord, c'est parfait. Je ne sais pas si Nico veut rajouter. Ouais, j'ai quelque chose à rajouter. Moi, en fait, le fait que les attaquants du Paris Saint-Germain ne marquent pas, pour moi, ça ne me pose pas vraiment de problème. Pourquoi? Parce que tant le Paris Saint-Germain peut mettre 3 buts à l'adversaire, 4 buts à l'adversaire, mais ils ne sont pas les attaquants, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Au contraire, c'est un avantage. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas d'où vient le danger, on ne sait pas qui il faut marquer. Je pense que ça déstabilise beaucoup l'adversaire. Parce que là, parfois, il y a des équipes, par exemple, le Bayern, tu sais, il faut se focaliser sur Harry Kane, par exemple. Là, tu ne sais pas ce qu'il faut se focaliser. Ça peut venir d'Hakimi, ça peut venir de Mendes, ça peut venir de João Neves, ça peut venir de n'importe où, en fait. Je pense, pour moi, au contraire, c'est un point fort, c'est un avantage pour le PSG. Mhm. Maintenant, concernant le Bayern, je pense que le Bayern, ça fait des années qu'ils ont des problèmes défensifs. Ils n'ont pas vraiment un patron défensif. Ils cherchent encore ce bon défenseur-là, ou cette bonne charnière centrale voilà quoi, qui leur manque. C'est tout ce que je vais ajouter. Un autre résultat des huitièmes de finale, c'est la qualification de Chelsea face au club lisbois du Benfica Lisbonne sur le score de 4 buts à 1. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a assisté à un match assez bizarre. Déjà, quel est votre regard sur la victoire de Chelsea face à Benfica? Steve, est-ce que tu voyais Chelsea remporter aussi facilement ce match? Bon, c'était pas aussi facile parce que c'est après prolongation quand même. On va y revenir. Euh, c'est vrai que ça a été un match vraiment, comme tu l'as dit, je sais pas, Un match bizarre. c'était bizarre. En fait, moi, mais je peux pas l'expliquer. En fait, que, Chelsea ouvre le score, Benfica égalise à la fin des fins. Ouh, vraiment, pour ce match-là, il y a vraiment pas grand-chose à dire parce que j'ai pas été aussi, j'ai pas été, je me suis pas levé de mon canapé quand je regarde ce match. C'était un peu, on va dire, un peu ennuyeux aussi. Donc, mais Chelsea, après les prolongations, je pense que c'est vraiment la fraîcheur des joueurs de Chelsea qui a fait en sorte que, après les prolongations, ils ont pu terrasser le Benfica. Bon, c'est assez normal hein, quand tu as
Un poulailler comme effectif. Quand Quand tu as, tu as, quand tu Ouais, as ouais, 30 ouais. 33 joueurs, bah, c'est quand, tout à quand fait tu as, normal. quand tu as un amphi 500 comme Ils ont, tra- effectif, franchement, c'est normal qu'à la prolongation, il faut préciser qu'ils ont 33 joueurs parce qu'ils ont dû prêter certains. C'est ça. effectivement. Non, mais on se souvient de la conférence de presse de Pochettino où un journaliste lui pose la question sur un joueur et ne se souvenait même plus que le joueur était à Chelsea. Non, mais c'est Qui incroyable. était à Chelsea. Voilà. C'est vraiment le poulailler. Pour ceux qui ne le savent pas, seuls les connaisseurs connaissent U237. C'est eux qui ont la référence. C'est vraiment le poulailler, c'est l'amphi 500. Nico, quelle est ton observation par rapport à la victoire bizarre de Chelsea face au Benfica Lisbonne? Bon, déjà, je ne suis pas totalement d'accord avec Steve. Je pense que Chelsea, ils ont dominé le match. Mhm. Certes, Benfica est revenu au score après l'interruption, mais Chelsea a vraiment dominé le match. En fait, on s'attendait à beaucoup plus de la part de Benfica, vu ce qui s'est passé avant. Euh, la dernière de Di Maria avec son club de cœur. On s'attendait beaucoup, en fait, de la part de Benfica. Mais je pense que Benfica, ils n'ont pas joué, en fait. Ils n'ont pas pu jouer leur football. Ils étaient dominés au milieu de terrain. Ils n'ont pas existé au milieu de terrain du tout. Je pense que c'est une victoire méritée. Je pense qu'ils ont eu un sursaut d'orgueil. Ils ont poussé après l'interruption, ils ont pu égaliser, mais je pense que Chelsea a totalement mérité sa victoire, en fait. D'accord, c'est parfait. On va donc arriver sur cette interruption qui a fait polémique. C'est vrai que je ne sais pas si c'est parce que la Coupe du Monde se joue aux États-Unis. Pendant longtemps, il y a eu des scandales par rapport au fait que la Coupe du Monde allait se dérouler au Qatar pendant l'été par rapport aux températures. Il y a généralement aussi des scandales lorsqu'il y a la CAN à des températures très élevées. Là, je suis désolé, je ne sais pas si c'est parce que ça se déroule au pays de l'oncle Sam, mais arrêter un match parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, Chelsea menait par 1 but à 0 durant les 85 premières minutes de jeu. Et au bout de la 85e minute, il restait juste 5 minutes avant le temps additionnel. L'arbitre a interrompu le match, soi-disant pour cause d'alerte à l'orage. Et aux États-Unis, le protocole, il est clair. S'il y a une alerte aux orages, parce que c'est un pays qui est très souvent soumis à des problèmes de température, à des problèmes climatiques, que ce soit les ouragans, etc., etc., le match a été interrompu pendant 2 heures de temps. Et tenez-vous prêts, pendant les 2 heures de temps, il n'y a même pas eu une seule goutte qui est tombée. Même pas une seule goutte. Donc, on a arrêté un match à la 85e minute et pendant 2 heures de temps, il n'y a pas une goutte qui est tombée. Et ce qui devait arriver arriva. Au retour des vestiaires, les joueurs de Benfica ont eu un penalty suite à la faute de Malo Gusto. Égalisation de Angel Di Maria qui inscrit son quatrième but dans la compétition. Il est le meilleur buteur avec 4 penalties. Il faut l'appeler Angel Penalty. Et heureusement que justement, ils ont eu le sursaut d'orgueil de revenir lors des prolongations pour inscrire 3 buts à l'équipe de Chelsea. Euh, Quelle est votre observation, Steve Joy, sur l'interruption interminable du match entre Benfica et Chelsea? Moi, particulièrement, j'ai pas compris pourquoi ça a mis autant de temps. Bon, je vais dire aussi, bah, c'est tellement aux États-Unis, c'est le protocole et tout, mais à 5 minutes près, je sais pas pourquoi arrêter un match alors qu'il reste 5 minutes. On peut bien laisser plus de 5 minutes. Avec du temps additionnel, on va dire 2, 3 minutes. Donc, 8 minutes pour finir un match. Parce que attendre parce que plus de 2 heures de temps, on va dire pour rien, en fait, parce que rien ne s'est passé pendant ces 2 heures, 2 heures poussière. Donc, j'ai vraiment pas compris parce que je me suis retrouvé, mais je regarde le match après, on dit que non, interrompu. Tu es obligé d'attendre 2 heures pour voir la fin du match. Ah, c'était vraiment bizarre. Bizarre pour moi. Nico, ton avis sur l'interruption? Je tiens à préciser que, en fait, le truc, c'est que je suis pas météorologue, mais ce que je sais, c'est que la forêt tue environ 20 personnes par an aux États-Unis. Je pense que quand il y a des risques d'orage, on veut pas qu'un joueur soit foudroyé par la foudre. Il faut qu'on soit sûr forcément qu'il n'y ait pas de risque de foudroiement. Donc, du coup, je pense que c'était le protocole, en fait. Donc,
Moi, je m'y connais pas. Je suis pas scientifique ou quoi que ce soit. Mais si je peux me Donc, permettre, à un an de la Coupe du Monde, imagine une demi-finale ou bien une finale de Coupe du Monde où à 5 minutes de la fin du match, il y a protocole alerte à l'orage et on coupe le match. Le momentum va changer, il peut changer, ça peut changer le match. ouais, c'est clair, c'est pas bon pour le football. C'est évident. Il y a rien à dire. Mais bon, c'est mieux qu'un joueur se fasse frapper par la foudre ou bien. Faut voir aussi ça, en fait. Non, mais pour moi, si on avait s'il y avait possibilité, justement à cause des orages, que ça puisse survenir pendant la compétition, je suis désolé, il n'était pas obligé d'organiser la compétition. Il y a des CAN, je tiens à préciser que pour cette compétition, on a décalé la Coupe d'Afrique des Nations qui devait se jouer en été au Maroc pour mettre cette compétition-là. Oui, il y a plusieurs pays africains qui n'ont pas pu organiser les compétitions, soi-disant parce que pendant l'été, c'est la saison pluvieuse. Et tout ça pour mettre ça dans un pays, fût-il les États-Unis d'Amérique, où dès qu'il y a une alerte à l'orage, tout le monde se cache. Il y a même pas eu une seule goutte de pluie qui est tombée pendant 2 heures. On aurait bien pu, comme si je le disais, laisser les joueurs terminer le match, son temps additionnel. Et voilà, le match est terminé, c'est tout. Mais bon, certainement, tu peux aussi avoir ton avis est valable. Qu'aurait-on dit si l'orage avait frappé un supporter ou un joueur de foot? Quoi qu'il en soit, Chelsea va donc se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs, où ils vont affronter le club de Palmeiras, qui a donc remporté le duel des clubs brésiliens en huitième de finale sur le score de 1 but à 0. Un autre match qui a suscité notre intérêt et qui a été une très grande surprise pour nous, c'est Fluminense, le club de Thiago Silva, qui a plus de 40 ans déjà, qui a réussi à éliminer l'Inter de Milan sur le score de 2 buts à 0. Nico, quel est ton regard sur la chute libre de l'Inter de Milan? Euh, franchement, j'étais très déçu déjà de la finale de la Champions League parce que pour moi, il n'y a pas eu d'adversité. On a eu l'impression que les joueurs, carrément, le match était vendu d'avance. En fait, on a l'impression il y avait aucune envie. J'ai pas vu, j'adore beaucoup Nicolo Barella, je l'ai pas vu. Pas de Lautaro Martinez, j'ai rien vu, en fait. C'est, contre Fluminense aussi. Ah, franchement. En fait, l'Inter n'arrête pas de décevoir, si je peux me permettre. En fait, il y a quelques jours, quelques semaines, ils pouvaient tout gagner, en fait. Et là, ils Effectivement. ont tout perdu. Là, ils ont tout perdu. Je pense qu'ils doivent se revoir. Ils doivent s'asseoir entre eux et discuter et se dire les vérités, en fait, et pour essayer d'évoluer ensemble. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Je ne sais pas pour toi, je vais être un peu plus taquin. On va revenir sur Fluminense. Mais certains, bon, c'est mon avis, hein, il peut être un peu, comment je pourrais dire, un peu à couteau tiré. Mais Joy, je constate que depuis la double confrontation de l'Inter de Milan face au FC Barcelone, ils ont tout perdu. Est-ce que pour éliminer le Barça, ils n'ont pas tout simplement jeté toutes leurs forces dans cette bataille-là et ils ont perdu la guerre? Parce que généralement, dans le championnat de France, je constate, pour ceux qui sont les suiveurs de la Ligue 1, que très souvent, lorsqu'un club réussit à battre le Paris Saint-Germain, les matchs qui suivent, ce sont généralement des matchs nuls ou des défaites. Pourtant, on peut s'attendre à ce que lorsque tu bats l'ordre du championnat, tu puisses faire plus ou moins une série. Mais très souvent, ils dépensent tellement d'énergie face au PSG en championnat qu'ils ne sont plus capables de reproduire les mêmes efforts contre les autres clubs de Ligue 1. C'est la même impression que j'ai eue pour l'Inter de Milan. J'ai l'impression qu'ils ont tout perdu lors de la double confrontation contre le Barça. Ils avaient 6 points d'avance sur le Napoli Le avant Napoli, la double confrontation. Après la double confrontation, le Napoli est passé devant. Ils se sont fait éliminer de la Coupe par le d'Italie. Milan. Voilà, de la Coupe d'Italie par le Milan AC. Ils ont perdu, pour ne pas dire, ils ont été tabassés, fouettés, agressés par le Paris Saint-Germain sur le score, sur le score de 5 buts à 0. Et là, je sais pas, Fluminense est venu leur donner la leçon. Joy, je ne sais pas, je suis taquin, mais est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas tout perdu dans cette double confrontation contre le Barça? Et, et je suis parfaitement d'accord avec toi.
Et je pourrais même aller loin. Je me suis dit, en fait, je peux dire qu'ils se sont vus trop beaux lorsqu'ils ont, ils se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions. Parce que comme tu le disais, ils avaient de l'avance en championnat. Ils étaient bien partis en Coupe d'Italie et ils venaient de battre le FC Barcelone pour rejoindre la finale. Je me dis, bah, en fait, ils se sont je ne comprends pas comment tu as toutes les cartes en main et tu décides de te coucher. C'est comme au poker, j'ai les bonnes cartes, mais je décide de me coucher parce que l'autre m'a bluffé. Parce qu'ils étaient, surtout cette finale était, ah, elle était tellement décevante par rapport à l'Inter Milan qu'on a vu lors des tours précédents avec les champions. Elle était, la finale était dégueulasse parce que on a voulu, c'est vrai que moi, je suis supporter ni de l'Inter ni du PSG, mais je, j'avais, j'avais un pincement, j'ai eu un pincement de cœur lorsque j'ai vu cette débâcle là de l'Inter face au Paris. Et ils arrivent en Coupe du Monde des clubs, ils tombent face à Fluminense, face à Thiago Silva qui a Tous leurs 5 ans. matchs tous leurs matchs ont été compliqués, hein. Ils commencent un match nul contre Monterrey. Ils gagnent difficilement Ils le gagnent second match, je sais plus contre quelle équipe, lorsqu'ils gagnent 2 buts à 1 là, contre l'équipe coréenne, voilà, voilà, l'équipe japonaise, je crois que c'est Urawa, voilà, c'est ça. Ils gagnent deux Mhm. buts à un grâce à Lautaro Martinez qui élève son niveau de jeu. Bon, ils réussissent à battre River Plate, mais franchement, ça a été laborieux. Ça a été très laborieux, toute leur phase de poule. Et ça s'est confirmé là en huitième de finale parce que bah, si tu as une équipe cohérente en face de toi et que toi tu es toujours en train de danser et tout, bah, forcément tu risques de perdre le match et ça s'est vu. Fluminense, c'est qui joue avec Thiago Silva qui a, c'est pas 60 ans. Euh, il, je sais pas, il réussit à tenir tous ses avances entre là, les Matheus Thuram, les Lautaro, et, et on les 2-0 en fait, on les bat sans, genre, il n'y a pas de discussion, ils n'ont rien foutu lors de ce match, bah, c'est tout à fait logique qu'ils perdent face à Fluminense. Maintenant, on va voir là, parce ils ont tout perdu, même leur coach est parti, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment désolant pour eux, toute cette fin de saison. Vivement qu'ils reprennent du poil de la bête pour la saison qui arrive. En tout cas, il est clair que déjà la défaite contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions avait déjà laissé des traces à travers l'éviction de leur entraîneur Simone Inzaghi. Et là, apparemment, il y aurait des tensions entre les joueurs. Lautaro Martinez a fait des déclarations auxquelles Çalhanoğlu a répondu, qui a été liké par Marcus Thuram. Quoi qu'il en soit, Christian Kivu a du pain sur la planche. De son côté, Fluminense montre une fois de plus que les clubs brésiliens, eh ben, il va falloir compter avec eux. Ils étaient quatre au début des huitièmes de finale et ils sont donc deux Ouais, qui sont qualifiés à travers deux. Fluminense et Palmeiras. Nico, quelle est ton observation sur la brillante victoire de Fluminense face à l'Inter Milan? Moi, je dirais que les équipes sud-américaines en général, elles nous ont démontré un beau football, en fait. C'est la surprise de cette Coupe du Monde des clubs, pardon. Déjà, il y en avait 4 équipes. Il y a eu 4 qualifiés pour les huitièmes. Là, on a eu la moitié qui sont passés pour les quarts, en précisant qu'il y a il y a une confrontation totalement Brésil-Brésil, en fait, si on peut dire ça comme ça. Effectivement. Euh, ouais, par rapport à l'Inter et la défaite par rapport au RC Barcelone, en fait, j'avais pas vu les choses comme ça depuis. C'est maintenant que vous le soulignez que je réalise. En fait, comme je te disais, je pense, et comme j'ai dit tout à l'heure, que je pense que les joueurs doivent s'asseoir. Parce qu'effectivement, il y a eu des déclarations de Lautaro Martinez et Çalhanoğlu qui, en fait, ils pensent que les gars ne mouillent plus. Il y a certains joueurs, en fait, qui ne mouillent plus assez le maillot et il est indexé indirectement à Çalhanoğlu. Donc, je pense qu'en fait, il a du boulot. Il a du boulot, en fait. Et en fait, c'est pas la bonne Inter que Fluminense a affronté.
Il méritait passer, en fait, c'est mon point de vue. D'accord, c'est parfait. Alors, Fluminense qui devait normalement initialement tomber contre deux mastodontes du football européen, à savoir les Nerazzurri de l'Inter Milan, et s'il passait, il devait affronter les Sky Blues de Manchester City. Et ben patatras, c'est le club d'Al Hilal qui a réussi l'exploit d'éliminer le club de Pep Guardiola. Je ne sais pas pour vous, mais Steve Joy, on dirait que le ballon d'or de Rodri porte malchance. Pour ce vol qu'ils ont eu à faire contre Vinicius, bah, ils vont le payer cher. Je suis sûr ils vont tomber jusqu'à ce qu'ils reconnaissent qu'ils ont volé ce ballon d'or et qu'ils le remettent. Parce que là, Parce que ce match-là, quand je pense que Manchester City, avant d'affronter Al Hilal, ils avaient la meilleure attaque avec 13 buts marqués. Je dis bien 13 buts marqués pour 2 buts encaissés, vu qu'ils ont gagné, ils ont explosé la Juve sur le score de 5 buts à 2. Et là, on avait l'impression de retrouver le Manchester City Prime de Pep Guardiola. En tout cas, on avait l'impression qu'ils étaient repartis pour une nouvelle domination. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils se sont fait foudroyer par le club saoudien d'Al Hilal. Steve, quelle est ton observation sur la magnifique performance du club de la Saoudia Pro League? ça montre encore une fois de plus, ça donne du crédit à ce que le GOAT Cristiano Ronaldo avait dit par Mhm. rapport à la Ligue saoudienne, qu'il faisait partie déjà du top 5 des meilleures ligues au monde. Bah, on se voit, Al Hilal, c'est une grosse équipe en Arabie Saoudite. On va pas se mentir, vu déjà le match contre Real Madrid, c'est un Real Madrid un peu malade, mais ils ont montré qu'ils avaient aussi des qualités, ils ont montré qu'ils étaient solides. Donc, c'était une équipe à prendre au sérieux. Manchester City, c'est vrai que leur début de Coupe du Monde des clubs, bah, on les voyait revenir à leur niveau d'antan. On se disait, bah, ils allaient les écraser aussi, aller au tour suivant. On les voyait minimum dans le dernier carré, vu leur début de compétition. Mais malheureusement, pour eux, ils sont tombés face à une équipe très bonne d'Al Hilal. Et bah, Al Hilal a donné tout ce qu'ils avaient, hein. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient et ils sont récompensés à la fin du match. Et n'oublions pas que comme on parlait tout à l'heure de Rodri, ce monsieur, il entre à la 50e ou c'est plus 55e minute pour ressortir à la 99e. En fait, Donc, ça montre à quel point. il entre au moment où ils sont menés 2 buts à 1. Donc, Pep Guardiola le fait entrer, effectivement. Il se fait sortir. Par la suite, il est remplacé par Phil Foden. Oui, voilà, il se fait remplacer, je pense, à la première période des prolongations et tout. Donc, voilà, lui, ce monsieur-là, il, il payera vraiment pendant longtemps vraiment ce ballon d'or qu'il a volé parce que nous, on ne peut pas l'oublier. Nous, les supporters du Real Madrid et les supporters de Vinicius Junior, on ne pourra pas l'oublier. Ce vol-là qui a été commis par toute une institution. Mais bon, c'est pas grave. Mais dommage pour Manchester City qui a montré quand même de belles choses pendant cette compétition. Et bah, je pense que leur début de saison, ils, ils reprendront encore leur niveau. Donc, je m'en fais pas trop pour eux. Bon, maintenant, une petite précision. Il faut quand même avouer que c'est pas Rodrigo qui s'est désigné Ballon d'Or. C'est toute une institution. Ce sont des journalistes qui ont voté pour Oui, lui. Mais disons que je partage ton point de vue. Je partage ton point de vue. Un Ballon d'Or qui se fait remplacer alors qu'il était remplaçant, je crois que c'est une première. Ça montre à quel point tout ce qui brille n'est pas forcément or. Quoi qu'il en soit, Nico, pendant l'été, avant la Coupe du Monde des clubs, le Manchester City s'est renforcé avec l'arrivée de Reinders, de Aït Nouri et de Ryan Cherki. On avait l'impression que la nouvelle mécanique de Manchester City était lancée pour essayer de retrouver son prime d'antan. Et là, je crois qu'ils sont tombés de haut contre Al Hilal. Ouais, ouais, je rejoins vos avis parce que je pense que moi, j'espérais qu'on retrouve le grand Manchester City pour qu'il y ait un peu plus de compétition au championnat anglais. Certes, Liverpool était champion, mais
Je pense que Liverpool était champion parce qu'il n'y avait pas vraiment d'adversité, en fait. On n'a pas eu de grand City, on n'a pas vraiment eu un grand Arsenal. Du coup, Liverpool, c'est sa chance. Donc, pour revenir sur le match concernant Al Hilal et City, déjà, Al Hilal a prouvé c'est que elle est dans une continuité, en fait. C'est qu'elle a démontré contre le Real de Madrid, elle a pu le démontrer contre Manchester City. Et ça prouve aussi que Cristiano, il avait déclaré sur la Saudi Pro League. Et c'est vraiment une compétition, c'est vraiment une ligue de niveau vraiment, si on peut dire européen, ou bien d'un bon niveau, si on peut dire ça comme ça. Je pense que Al Hilal, il joue vraiment bien au football, en fait. Parce que vraiment, sur ce match-là, ils ont joué presque à armes égales. Parce que là, je pense que le City on a eu ces derniers jours était meilleur que le City qui a eu cette saison, tout au long de la saison, en fait. Donc, du coup, si Al Hilal, ils ont gagné ce City-là, ça veut dire qu'ils ont vraiment un bon niveau. Donc, du coup, beaucoup de courage à Pep Guardiola, qui se retrouve en difficulté. Lui qui a toujours eu, en fait, des équipes avec des joueurs comme il veut, des effectifs comme il veut, en fait. Je pense que c'est aussi un bon test pour lui, en fait, ces difficultés-là. Parce que déjà, moi, j'ai toujours pas coach, mais moi, j'ai toujours dit qu'il est meilleur coach parce qu'il a toujours eu un effectif pléthorique avec des joueurs qui veulent un budget limité. Que ce serait bien que je le vois un peu en difficulté et que je vois comment ils rebondissent, en fait. Donc là, on a un exemple et voilà, quoi. Il faut qu'il se batte, quoi. Bon courage à lui. D'accord, effectivement, je partage ton point de vue. Moi, ce qui m'a sidéré dans cette défaite, je veux bien que dans le football tout est possible, mais lorsque tu perds pas 4 buts à 3, alors que tu menais 1 but à 0, ça montre à quel point ils ont vraiment du pain sur la planche. Surtout sur le plan défensif, leur défense est faite totalement, comment je peux dire, éclaté et transpercé par les attaques d'Al Hilal. C'était un jeu très simple. Dès que Al Hilal récupère le ballon, en une passe, ils essayaient d'atteindre directement le camp de City et de passer à travers le dos des défenseurs. Ruben Diaz, Guardiola, je suis désolé, à chaque fois, ils se sont fait transpercer par l'équipe d'Al Hilal, sans compter les coups de pied arrêtés. Franchement, au lieu de se concentrer sur les milieux de terrain et les offensifs, je crois qu'il est important qu'il regarde à nouveau l'aspect défensif. Même Matteo Nunez, pareil, à chaque fois que Joao Cancelo, peu importe le côté, allait de l'avant, il réussissait toujours à faire la différence. Ça, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué pour City. On pensait qu'ils avaient réussi à penser leur play, mais là, franchement, c'est vraiment compliqué. Donc là, Al Hilal va donc affronter Fluminense pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est une confrontation entre un club brésilien et un club saoudien. Steve, selon toi, qui a l'avantage? Pour ce match-là, je pense que nous sommes un peu dans l'inconnu parce que c'est quand même deux équipes solides et ils l'ont démontré lors de cette compétition. Euh, bon, s'il faut que je me mouille un peu, je dirais peut-être Fluminense. Nico, de ton côté, est-ce que tu penses que Al Hilal va réussir à transpercer Fluminense? Moi, je mets un biais sur Al Hilal parce que déjà, Al Hilal, pour moi, ils sont bons dans la conservation de balles, ils sont bons en sortie de balle, ils sont bons en contre. Et ils ont un jeu assez structuré, en fait. Ils ont un plan de jeu. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont. Donc, je pense que ils vont réussir à transpercer cette défense brésilienne. Maintenant, pour revenir sur ce que je disais sur la défense de City, j'ai déjà précisé que City, en fait, ils ont un problème de latéraux qui dure des années, en fait. Ils n'ont plus ces deux latéraux comme à l'époque de Benjamin Mendy et Cancelo. Donc, je pense que vraiment, Cancelo, Pep doit vraiment réfléchir. tu veux Ouais, dire? Cancelo, Kyle Walker. Ouais, ouais, ouais. Ce duo-là, en fait. Je pense que Pep doit vraiment se concentrer d'abord sur la défense avant de regarder ses avants.
De mon côté, en ce qui concerne le prono pour les quarts de finale, je suis du même avis que Steve. Je pense que Fluminense a une assise défensive qui est beaucoup plus intéressante et qui vont leur permettre de pouvoir remporter ce match. Je tiens à préciser qu'Al Hilal, je crois que l'une des raisons pour laquelle ils ont à la fois super bien joué contre le Real Madrid et à la fois contre Manchester City, c'est qu'ils sont très efficaces lorsqu'ils ont de l'espace, lorsqu'ils peuvent courir et lancer leurs attaquants comme Malcolm, qui sont des super flèches. Mais par contre, lorsqu'ils font face à des défenses resserrées, ce fut le cas de Pachuca ou encore de Salzbourg avec lesquels ils ont fait match nul, ils ont du mal à pouvoir faire la différence. Donc, je partirai aussi sur une victoire de Fluminense face à Al Hilal. Alors, on en vient au démon dragon à 15 queues, le 15 fois champion d'Europe, le Real Madrid, qui affrontait la vieille dame dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a pris conscience et on a eu la confirmation d'un jeune talent appelé Gonzalo Garcia. Nico, quel est ton avis sur cette victoire du Real Madrid? Bon, je vais commencer par Gonzalo Garcia. C'est déjà une très belle et une très bonne surprise pour le Real. C'est une bonne nouvelle pour Xabi Alonso qui voulait un véritable avant-centre à la Rosselló. Je pense déjà, il faut préciser que Alonso était coach de la Cantera, donc du coup, il connaît bien les jeunes de Madrid. Donc du coup, Garcia, il a eu l'opportunité, il a saisi et il a démontré qu'il mérite vraiment sa place, en fait. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour Henrik, mais c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Concernant le match, je pense que c'est une victoire méritée du Real déjà. Le Real a mieux joué. Ils ont su concrétiser les occasions qu'ils ont eues, malgré que la Juventus, la Juve, ils ont très bien joué. Si on a eu un super Ildiz qui a vraiment été très brillant au milieu de terrain en premier mi-temps. On a eu un bon Kefren Thuram. Mais le Real, c'est quand même le Grand Madrid. En deuxième mi-temps, ils ont élevé le niveau, si on peut dire ça comme ça. Et puis voilà, la Juve n'a pas pu suivre et voilà, victoire du Real Madrid. Joy, quel est ton regard sur la victoire du Real Madrid? Est-ce qu'on peut dire que le Xabi Ball est déjà mis en place? C'est la première fois que je voulais dire. Le Xavi Ball est en place. Il faut, il faut vraiment être vraiment aveugle pour ne pas voir les changements qui se font déjà voir. Après, après même pas un mois, hein, même pas un mois avec l'équipe, on voit déjà les prémices d'un football qu'il veut mettre en place. Je suis cette Coupe du Monde des clubs, si moi réellement je m'attends pas à ce que Real Madrid la remporte. Mais je voulais déjà voir un style de jeu propre en nous parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment eu un style de jeu vraiment, on va dire cohérent où on voit que oui, c'est comme ça qu'on veut jouer et voilà l'apport de tel. Ça fait un bon moment que j'avais pas vu ça. Et c'est ce qui me plaît avec ce Real Madrid. Il y a déjà une cohérence. Cette défense à trois qu'il est en train de vouloir mettre en place, je pense qu'elle va nous faire beaucoup de bien aussi au milieu du terrain, qui auront des apports qui seront soutenus par les pistons gauche et droit. Donc, Real Madrid, certes, c'était un match pas facile quand même contre la vieille dame. Mais le Real Madrid a quand même su trouver la solution pour débloquer le match avec ce but de ce Gonzalo Garcia, qui est une très très bonne nouvelle pour le Real Madrid, parce que il a déjà cette compétition, il a déjà 3 buts et une passe décisive. Donc, ça montre à quel point il est très important lors de cette compétition. Et on espère que vraiment il aura sa chance avec Xabi Alonso qui, je pense, va le mettre dans les bonnes conditions, qui va lui donner de la confiance et nous voyons déjà on espère qu'on aura une suite radieuse pour ce Real Madrid lors de la saison 2025-2026. D'accord, je partage ton point de vue par rapport au Xabi Ball, effectivement. Cette capacité que les joueurs ont
à faire des redoublements de passes et à essayer d'atteindre l'équipe adverse en trois passes, je crois que quasiment tous les buts du Real Madrid, excepté le but contre la Juve, mais tous les autres buts, que ce soit contre Al Hilal, Pachuca ou encore Salzbourg, ce sont des buts qui démontrent et qui rendent visible le Chabibol, récupération de balles. Et en trois passes, ils essayent rapidement de transpercer l'équipe adverse pour marquer un but. Et en outre de cela, je note aussi le pressing qui est fait par les offensifs. Certes, Vinicius, dans le match contre la Juve, n'a pas été très bon dans la finition. Il a raté notamment plusieurs passes et plusieurs frappes, mais le travail défensif qu'il met en place est incroyable. Valverde a un rôle beaucoup plus offensif. C'est comme si Xabi lui demandait d'être beaucoup plus offensif. Et moi, je dis toujours, quand Valverde réussit à plusieurs fois frapper au goal, ça veut dire que c'est un avantage pour le Real Madrid. Le seul bémol que j'apporterais, ce serait plutôt sur Trent Alexander-Arnold. J'ai beaucoup plus été surpris par Franck Garcia que par Trent jusqu'à présent. Oui, il a fait une passe décisive, il est même à deux passes décisives, mais je m'attendais à un rayonnement un peu plus élevé. Je trouve que Franck Garcia rayonne beaucoup plus sur son côté que Trent. Maintenant, peut-être c'est parce qu'il a été tellement nul durant la saison que le fait qu'il réussisse à faire des bonnes performances, peut-être c'est cela qui me fait penser que il fait une bonne Coupe du Monde des clubs. Mais comme tu le disais, ça faisait très longtemps que j'ai pas vu un match aussi abouti du Real Madrid. Je suis en train de regarder les stats. Ils ont eu 21 frappes, dont 11 cadrées, pendant que la Juventus a frappé 6 fois au goal pour 2 tirs cadrés. Et je crois que sans le gardien de la Juve, Di Gregorio, je crois que la Juve aurait pu prendre facilement un 3, voire un 4 buts à 0. Maintenant, on va aussi noter le retour de Kylian Mbappé. Nico, est-ce que tu penses que Kiki va réussir à s'intégrer facilement dans le Chabibol? Je pense que Kiki, c'est un grand champion, c'est un grand joueur et que tout dépend de lui, en fait. Si ce que Xabi Alonso veut, c'est que tous les joueurs fassent des efforts. S'il veut faire des efforts, il s'intègre facilement dans le Shabby Bowl. Maintenant, concernant le Shabby Bowl, ce que j'ai remarqué, c'est que les milieux de terrain sont beaucoup plus épanouis. Mhm. Tu as Arda Güler qui a gagné un ticket pour le voyage. Tu as un Valverde, comme vous disiez, qui est plus épanoui. Il est à gauche, il est à droite, il est devant, il est derrière. Tu as un Bellingham qui semble plus épanoui, en fait, parce qu'il faut préciser que Xabi Alonso lui-même il était milieu de terrain, du coup, il sait, en fait, comment utiliser ses milieux de terrain. Maintenant, Mbappé, je pense que le problème, souvent, c'est que quand Mbappé il fait pas des efforts, c'est que moi j'ai remarqué, c'est que Vinicius non plus veut pas faire des efforts. Du coup, si on a deux joueurs devant qui font pas des efforts, ça sera un peu difficile, en fait, de mettre vraiment le Xavi Ball en place. Parce que si vous avez remarqué, parce que j'ai bien observé à l'entrée de Mbappé, c'est que au départ, il n'a pas voulu faire d'efforts. C'est après le cooling break, j'ai l'impression que Xabi Alonso lui a touché un ou deux, trois mots que mes mecs, il faut faire des efforts et tout, comme tout le monde. Et puis là, il a commencé à faire vraiment des pressings, mais des pressings vraiment à Mbappé. Mais je pense qu'il peut vraiment s'intégrer à ce jeu de Xabi Alonso. Il peut s'intégrer à tous des systèmes de jeu, en fait. Tout dépend de lui, en fait. D'accord. Moi, je tiens juste à préciser par rapport aux efforts des offensifs, des attaquants. Autant ça me fait plaisir et je crois même que c'est une marque de fabrique du Paris Saint-Germain de Luis Enrique et je pense que beaucoup d'équipes en Europe vont essayer de calquer cette manière de faire. Mais autant ça me fait plaisir quand un attaquant fait du pressing, autant je trouve quand même qu'il faut pas abuser. Mais la plupart des attaquants qui ont marqué le monde du football ne faisaient pas du pressing. Messi ne faisait pas du pressing, Ronaldo non plus, Samuel Eto'o non plus, Drogba non plus, David Villa, Fernando Torres. C'est vrai que le football, il a changé, comme le disait quelqu'un. Mais C'est ça. le plus important pour moi, c'est qu'ils réussissent d'une part à marquer des buts, ça c'est la norme, c'est la base, mais surtout qu'ils réussissent à s'intégrer. J'aimerais que Kylian Mbappé, quand le Real Madrid gagne, on sent que c'est le collectif qui a gagné avec Kylian Mbappé, parce que j'ai très souvent l'impression que lui, il marque les buts,
mais le Real ne sort pas gagnant de ces statistiques. J'aimerais tout simplement que les stats de Kylian Mbappé fassent pair avec les résultats du Real Madrid. S'il réussit à le faire, et si à chaque fois il est impactant avec des résultats positifs du Real Madrid, je serai toujours là pour le défendre. Par contre, ce qui me dérange, c'est que très souvent, j'ai l'impression que du moment où lui fait ses stats, peu importe les résultats de la Casablanca, c'est pas son affaire. C'est juste le petit bémol que je mettrais sur sa personne. Sinon, pour moi, qu'il fasse du pressing ou pas, je trouve que c'est un peu exagéré. On va pas transformer Mbappé en Ousmane Dembélé. Peut-être Ousmane Dembélé le fait aussi parce qu'il n'a pas les mêmes capacités de marquer autant de buts que Kylian Mbappé. Même si cette année, il a buté, Kylian Mbappé, je suis désolé, depuis 4-5 ans, c'est au moins 30 buts, 40 buts par saison. Donc, c'est régulier. Donc, s'il n'était pas si performant que ça, il ne le ferait pas. Je ne sais pas si Joy veut réagir. Bien sûr que je veux réagir parce que quand on parle de Kylian Mbappé, ça défoule toujours les foules. Mais moi, je suis pas tellement d'accord. On va pas se mentir. Même, on a vu par exemple, le grand Paris Saint-Germain, l'époque Neymar, Messi et Mbappé. On se disait, bah, ils vont marcher sur l'Europe. Mais le football, comme il a dit tantôt, le football, il a changé. Donc, même les styles de jeu ont changé. Si tu as deux personnes, trois personnes qui ne font pas d'efforts, ça sera compliqué. Au Real Madrid, on a Mbappé et on a une autre grosse tête, Vinicius. Si Vinicius fait le pressing et que Mbappé ne fait pas le pressing de son côté à son tour, à un moment donné, ça peut frustrer aussi ton coéquipier qui dit, mais moi, je fais du pressing, je fais le pressing pour qu'on puisse récupérer rapidement le ballon, mais toi, tu ne le fais pas. Et à un moment donné, tu peux aussi lâcher le pressing. Et le simple fait que tu lâches ce pressing-là, ce mini pressing, bah, ça peut conduire à un but directement. Donc, c'est ces choses-là, en fait, il doit essayer d'ajuster. On n'a pas dit qu'il doit faire un pressing à la Ousmane Dembélé, non. Mais ce pressing-là qui aide l'équipe à avancer, en fait. Quand tu parlais tout à de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, mais moi, je me rappelle de beaucoup de certaines années où un Cristiano Ronaldo, c'est lui qui haranguait même ses coéquipiers à faire le pressing avec sa À faire le première pressing, course. je suis d'accord, je voulais Oui, justement parler de ça. à faire la première course pour que le bloc, lui, même s'il ne le fait pas, pendant 37 matchs, on ne demande pas de faire ça tous les matchs, mais juste quand il le faut, faire ce pressing-là, juste pour effrayer l'adversaire. Et après, ça va suivre. Parce que le style de jeu de Xabi Alonso, bah, ça sera un bloc quasiment haut. Et si tu ne veux pas faire le pressing, bah, ton milieu de terrain est carrément collé à toi. Donc, pour que tu puisses avoir l'espace avec lui, tu dois avancer d'un cran. Donc, je pense que c'est juste question d'ajustement et ça va bien se passer. Et avant de te passer la parole, je vais parler encore de Carlo Ancelotti. Je le remercie vraiment pour tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid. Mais la saison dernière, il était criminel. En laissant ce Arda Güler-là, ne pas Ouais, donner sa chance à je ce suis Arda d'accord. Güler qui nous montre ses réelles qualités de milieu de terrain. Parce qu'on sent comment il est épanoui et on le voit dans son football. Il est tellement fort, ce gamin. Il est incroyable, balle au pied. Donc, et c'est ce genre de joueur, on l'avait sur le banc, mais il n'a pas pu jouer. Donc, c'est ça que je voulais terminer. D'accord. Je sais pas que je vais défendre Carlo Ancelotti, mais je trouve que les contextes sont un peu différents. Carlo, quand Arda Güler arrive, Carlo est déjà, si je ne m'abuse, à 2 ans au Real Madrid depuis son retour. Il a gagné avec un certain effectif. Bien évidemment que comme toi, j'aurais souhaité qu'il mette beaucoup plus en avant Arda Güler. Encore que il a fait beaucoup plus jouer Arda Güler vers la fin de saison. Donc, c'est pas comme si il ne faisait pas jouer. Mais je pense qu'avec l'arrivée de Xabi Alonso, c'est pas que Carlo Ancelotti ne pouvait pas le mettre, mais je crois qu'il y a un nouveau shérif dans la ville. Donc, du coup, tous les joueurs essayent de gagner leur place.
et de montrer qu'ils ont les compétences pour pouvoir être titulaires dans ce Real Madrid. Et puis, petite précision, Jude Bellingham, ça fait pratiquement 2 ans qu'il souffre d'une déchirure de l'épaule et il joue sous infiltration au niveau de son épaule. Et normalement, il est prévu qu'il soit opéré à la fin de la compétition. Il sera donc absent pour 3, maximum 4 mois. Donc, je crois que c'est l'une des manières pour le Real Madrid de déjà préparer Arda Güler, car je suppose que c'est lui qui va prendre le positionnement de Jude Bellingham. Et certainement, ils vont rajouter un autre milieu de terrain, soit Dani Ceballos ou un autre joueur, voire une recrue, pour pouvoir pallier à l'absence de Xabi Alonso, à l'absence de Jude Bellingham. Jude Euh, Bellingham. Nico, tu veux rajouter un truc? C'est bon pour toi? Sur le pressing et sur Carlo Ancelotti. Sur le pressing, je tiens à préciser que le ballon d'or de Karim Benzema, la Champions League qu'on la gagne, il y a plusieurs buts que Benzema a mis grâce au pressing, en fait. Donc, Oui, déjà, le c'est football vrai. actuel, il faut presser, même les avants. Et maintenant, concernant Carlo Ancelotti, je pense qu'il aurait pu en faire ancrer à Daguila un peu plus, en fait. Certes, il avait un effectif de base, certes, il avait ses soldats, certes, il avait ses généraux, mais ce qu'on lui demandait juste, c'est de faire ancrer à Daguila un peu plus tôt, pardon, et un peu plus souvent. C'est tout. D'accord, c'est un avis qui est partagé par bon nombre de personnes. Moi, je dirais plutôt que c'est la culture du moment. Maintenant, j'ai du mal à mettre des bémols à l'entraîneur qui a le plus gagné en Ligue des Champions. C'est juste ça. Mais sinon, je peux partager votre point de vue. Donc, le Real Madrid va affronter en quart de finale le Borussia Dortmund, qui a réussi à battre le club de Monterrey de Sergio Ramos sur le score de 2 buts à 0 grâce à un doublé de Serhou Guirassy, qui, je précise, a marqué ses 42e et 43e buts, toutes compétitions confondues. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit africain, mais quand j'entends des noms dans la liste des ballons d'or, c'est bizarre que on n'entend pas parler de Serhou Guirassy. Joy, quel est ton regard sur, de manière générale, la saison de Guirassy? Non, par rapport, par exemple, au Ballon d'Or, je dirais pas que c'est parce qu'il est africain, parce que il y a beaucoup de prospects pour ce Ballon d'Or cette année, donc Je on veux va dire par pas. là, quand j'entends Kylian Mbappé dans le top 10 du Ballon d'Or, je suis désolé, pour moi, Guirassy, il fait une meilleure saison, hein. Ouais, je peux le dire aussi la même chose de Victor Gyökeres, mais ça, c'est juste que bah, Je suis pas d'accord ça avec fait. toi. Guirassy, il a 43 buts, 43 buts, meilleur buteur ex aequo de la Ligue des Champions. Voilà, Mbappé, soulier d'or, mais bon, enfin, soulier d'or avec des pincettes. Bon, c'est pas que je veux Avec quel peur? comparer les deux joueurs. Mbappé Non, est meilleur, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de Guirassy. je ne dis pas non, mais je vais dire, bah, en fait, si tu, Guirassy joue au Borussia Dortmund, qui est un club, qui est un bon club en Europe, mais qui fait pas trop de bruit aussi. Il a dit, si je te promets que si Guirassy faisait ces mêmes stats, peut-être s'il est au Bayern Munich, son nom devait ressortir beaucoup plus. Parce que c'est aussi le club qui te pousse, qui te met en avant pour que les lumières soient sur toi et que bah, tout le monde puisse te voir et on voit Mais tes rien ne te dit performances. qu'il ne peut Donc, pas faire les mêmes performances avec un grand club. Quand Mbappé j'ai, quittait le PSG, ou bien quand il quittait Monaco. je ne suis pas en train de dire le contraire, mais je dis, ça dépend aussi des clubs où tu es. On a vu un Modric gagner un ballon d'or parce qu'il était déjà au Real Madrid et il a fait de bonnes performances. Donc, je veux dire, tout ça compte aussi pour mettre un prospect en lumière. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas vraiment ça, le cas de Dortmund avec lui aussi, mais bon. On va là passer actuellement, je vais pas te mentir, actuellement peut-être à Dortmund, on parle beaucoup plus de Joe Bellingham que de Zéro Guirassy alors qu'il fait une saison exceptionnelle. Donc tu vois un peu l'équilibre que les équipes peuvent mettre ou ne pas mettre. Donc D'accord, je vois. par rapport à Dortmund face à l'équipe de de notre capitaine, le grand Sergio Ramos, Monterrey. Victoire méritée pour Dortmund ils ont été très, très bons lors de ce match.
Certes, j'aurais voulu que Monterrey passe pour qu'on ait un Real Madrid contre Sergio Ramos et ça devait être quand même un beau match à voir parce que je pense qu'il aurait envie de gagner, de vraiment gagner ce match et il aurait tout donné lors de ce match. Mais bon, dommage pour eux. Donc, bon match et victoire méritée pour le Borussia Dortmund. Nico, comme je le disais tantôt, Serhou Guirassy a donc marqué son 43e but de compétition confondue, ce qui permet à Dortmund de se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Je ne sais pas pour toi, mais est-ce que le fait qu'il soit africain n'indique pas, ne sert pas d'handicap ou bien ne représente pas un handicap sur le fait qu'il soit moins valorisé par rapport à d'autres joueurs? Parce que je tiens à préciser, il a marqué plus de buts cette saison que Harry Kane, qui en a 41. Il a marqué plus de buts cette saison que Robert Lewandowski. Donc, il a même marqué plus de buts cette saison que Gyökeres et que Kylian Mbappé. Donc, bon, Gyökeres, j'ai un doute, mais en tout cas que Kylian Mbappé, ça c'est sûr, qui est aussi à 41 buts. Quel est ton regard sur, comment je peux dire, la manière avec laquelle les performances de Guirassy sont perçues? Parce que je tiens à préciser, je crois que la meilleure saison de toute compétition confondue d'un Samuel Eto'o, je crois, c'était 44 buts, toute compétition confondue. Il en est déjà à 43. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre joueur africain qui ait marqué autant de buts en une saison que Samuel Eto'o. Quel est ton regard sur les performances de l'attaquant guinéen? Bon, déjà, je vais pas tirer de long en large. Mhm. Bon, ce que je peux dire sur Serhou Guirassy, c'est que cette saison, s'il n'y avait pas Guirassy, il n'y avait pas Dortmund, en fait. On ne Merci. parlerait pas de Dortmund. Ça, c'est de un. Et de deux, ce que je dirais, c'est que, bon, voilà, il n'a pas le profil hollywoodien, si je peux dire ça comme ça, en fait. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire que les médias, ils choisissent les gens qui mettent en avant. Lui, il n'a pas le profil, il n'a pas la gueule qu'ils aiment, en fait. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Celui qui comprend, comprend. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors pour ce quart de finale, Steve Joy, avantage Real Madrid ou Borussia Dortmund? Mais bien sûr qu'avantage Real Madrid. On a un nouveau coach, on a un nouveau style de jeu, mais on gagne toutes les équipes du monde actuellement. Vraiment, je m'enflamme parce que c'est le Real Madrid, parce que c'est mon équipe, parce que c'est mon club de cœur. Donc, avec le Xavi Ball, on peut tout accomplir actuellement. Donc, mal, malheur à moi si le Real Madrid ne gagne pas. Ça, c'est On peut clair. ressentir, on peut ressentir mes frères et tout, mais non, mais vraiment, je donne l'avantage au Real Madrid. Nico? Casablanca, naturellement. D'accord. Je partage aussi votre point de vue. Je vois une victoire du Real Madrid. Déjà parce que Dortmund a un jeu qui est très porté sur l'offensif, ce qui va permettre, vu le nouveau style de jeu du Real Madrid, de pouvoir mettre en difficulté cette équipe de Dortmund. Et puis ces dernières années, le Real a plus ou moins régulièrement dominé le Borussia Dortmund, même quand on les laissait à une avance de 2 buts d'écart. Les connaisseurs connaissent.